purement et simplement le délit de, comment dire, crime pyramidal. Qu'est-ce que c'est que le crime pyramidal? Toute la finance est un système pyramidal. C'est-à-dire, elle fonctionne par le fait que des gens apportent régulièrement de l'argent et qu'avec l'argent que les gens apportent, on peut payer d'autres. Nous allons donc continuer ce chapitre sur des exemples, des formes particulières de domination économique. Et après avoir, dans le 7e épisode précédent, pris à contre-pied l'idée de domination économique en parlant de l'autogestion, nous allons revenir à quelque chose, disons, de plus normal lorsqu'on parle de domination économique, et pour parler de l'hégémonie économique américaine, l'hégémonie des États-Unis. Et en particulier, l'hégémonie américaine est une hégémonie financière, essentiellement financière. Donc je vais vous parler de quelque chose que les économistes, depuis quelque temps, ont l'habitude d'appeler le grand Minotaure, c'est-à-dire ce système mis au point par les Américains pour pomper les ressources du monde entier vers Wall Street, pour tout amener à Wall Street. Je vais donc vous parler du néocolonialisme financier, du Minotaure financier américain. Alors, je ferai juste une remarque avant de commencer. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu des mouvements contre Wall Street, occuper Wall Street, etc., etc. Bien entendu, ceux qui ont fait ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ils se sont rendus compte que si, par hasard, ils avaient réussi à déboulonner Wall Street, en fait, ils déboulonnaient les États-Unis tout entiers, qui disparaissaient de la carte, purement et simplement, de la carte économique. Alors, partons donc du capital. Le capital au sens des capitalistes, c'est-à-dire des investissements, de la monnaie qui s'investit, etc. Mais, comme toujours, ici, dans la série de ces conférences que je fais, le capital est envisagé comme une force politique concentrée. Une force politique concentrée qui usine, qui fabrique, qui perlabore, pour employer un terme de la psychanalyse, sans relâche, un champ social totalisé, qu'on a l'habitude d'appeler le champ de la valeur, ou, si vous voulez, l'économie, purement et simplement. L'économie, elle est fabriquée par le capital. Mais ce capital, contrairement à ce qu'on imagine, il possède un état-major et il possède un quartier général. Et je vais donc m'intéresser à l'état-major du capital et au quartier général du capital. Toutes les opérations en termes de circuit monétaire, c'est-à-dire l'économie, toutes ces opérations sont enregistrées, surveillées, manipulées depuis des centres qui sont des centres bancaires ou des centres comptables, et ces centres sont interconnectés. Ils sont reliés les uns aux autres par des ordinateurs, par des systèmes de transfert de données, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ce sont des centres comptables interconnectés avec des nœuds d'enregistrement. Et ces nœuds d'enregistrement, dans le monde de la finance, il y en a très très peu. Il y en a 3, 4 dans le monde. Ça s'appelle des chambres de compensation. Il existe donc quelque part dans le monde des nœuds d'enregistrement, des chambres de compensation, par exemple à Luxembourg ou à Bruxelles, etc. Des chambres de compensation dans lesquelles la totalité des opérations économiques qui se produisent dans le monde sont toutes enregistrées, toutes sans exception. Et donc on a l'habitude de parler de ces chambres de compensation comme d'espèces de méga-notaires, de notaires géants qui enregistreraient tout ce qui se passe. Donc contrairement à ce qu'on s'imagine, il existe un endroit, 4 endroits, mais il existe un endroit où toutes les opérations économiques, quelles qu'elles soient, y compris celles des mafieux, de la drogue, etc., sont enregistrées, obligatoirement. Sinon, il n'y a pas d'opération du tout. Une opération qui n'est pas enregistrée n'est pas une opération économique, on ne peut rien faire avec, si vous voulez. Donc, c'est absolument important. Et bien entendu, les institutions privées. Vous voyez, on est encore dans le domaine de la délégation de pouvoir. On est dans le domaine de l'État qui a transmis à des institutions privées quelque chose qui est une sorte de fonction régalienne. Ces institutions privées de cette centralisation généralisée du commandement opérationnel,
Eh bien, ces institutions privées, on les appelle des banques. Le maillage des banques, ça s'appelle la finance. Ou les chambres de compensation dont je vous ai parlé, qui sont des espèces de banques particulières, etc. Comme il y a des compagnies de réassurance pour réassurer les banques, il y a des chambres de compensation qui sont en fait des banques de banques, etc. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. La finance est donc le commandement opérationnel de tout ce qui se passe dans l'économie, dans le monde, etc. La finance est également le commandement, bien entendu, du déplacement incessant. Parce qu'à quoi sert la finance? La finance sert à faire déplacer les capitaux, à faire déplacer les opérations, à faire déplacer les propriétés, etc. Je vous en ai déjà parlé, mais la finance, et si vous voulez, c'est le commandement du déplacement incessant du circuit. La finance maîtrise la concurrence, et donc la finance est capable d'optimiser le profit. Voilà le problème. Alors, banque ou finance, l'ordre gravé en tableau, l'ordre enregistré dans des machines, c'est la même chose, génère aussi des circuits politiques, génère aussi des circuits d'influence, des cercles d'influence. Regardons par exemple la valse tournante des conseillers des présidents, des conseillers des différentes institutions publiques qui viennent des banques d'affaires, qui tiennent les oreilles des hommes politiques, qui leur glissent à l'oreille ce qu'ils doivent faire, etc. Les hommes politiques ayant bien entendu une oreille attentive. C'est pourquoi j'appellerais les hommes politiques les oreilles de la finance. Vous voyez, ils sont à l'écoute de ce que la finance veut leur faire. Prenons l'exemple très très simple de ce qui se passe à l'heure actuelle, bien entendu en Grèce. Eh ben, on voit très bien le rôle fondamental de la finance, puisque tout le monde est en train de dire à la Grèce, ah, surtout, il ne faut pas voter ci, il ne faut pas voter ça, parce que les banques ne seront pas contentes, les financiers ne seront pas contents, etc. Vous voyez, bon, voilà, la finance, le pouvoir de commandement de la finance. Et j'insiste sur un point sur lequel je vais revenir. Dans un système capitaliste, qui a priori est imaginé comme un système décentralisé, autonome, etc., il y a une centralisation, il y a un centre de concentration. Il y a un centre dans lequel toutes les opérations peuvent être commandées depuis un point. C'est pourquoi j'ai parlé d'état-major. Il y a un point central, il y a une planification. Dans le système capitaliste, il y a de la planification. Et la planification, c'est pas l'État, c'est pas un secrétariat de planification, c'est les banques. C'est les banques qui planifient. Alors, reprenons. L'Élysée n'est-il pas un paradis bancaire? Et à l'envers, les banques n'ont-elles pas un pouvoir politique absolument extraordinaire qui dépasse celui qui est à l'Élysée? Alors, le capital, c'est donc le réseau global interconnecté de tous les circuits de valeur. Et bien entendu, ce circuit pour fonctionner exige toujours de l'arasement, exige toujours plus d'arasement, c'est-à-dire le fait que tous les individus, toutes les structures, toutes les choses qui existent doivent se fondre dans le mouvement des capitaux. Raser toutes les communautés, fluidifier la circulation, imposer le mouvement permanent de la modernisation qui se modernise sans arrêt. Vous connaissez ce truc. La modernisation n'est jamais assez moderne. Donc on va moderniser la modernisation, etc., à l'infini, etc. Voilà, ça c'est le mouvement du capital. C'est le mouvement d'arasement, bien entendu, assuré en fait par cela la compétition des systèmes sociaux. Voilà ce qui est essentiel. La finance, c'est le centre de commandement par lequel se met en compétition les différents centres sociaux. C'est donc un centre de guerre, c'est donc un centre dans lequel on peut contrôler ce qui se passe, dans lequel, vous voyez, si je reprends mon épisode précédent sur les coopératives, c'est par là qu'on va surveiller les coopératives elles-mêmes, bien entendu. Alors, le motif du pouvoir ou du profit pour ces oligarchies financières a tendance à se parer d'habits moraux, d'habits de légitimation. Les financiers vont dire, bien entendu, la vertu financière, c'est ce qui sauve le monde. Et le cri fondamental de la finance, pour se justifier, c'est « nous sommes tous des épargnants, il faut sauver l'épargnant ». Voilà. La finance, c'est une sorte d'association, comment dire, de bienfaisance au service des épargnants. Voilà, hein, c'est comme ça que la finance se présente.
Alors, voilà le slogan de propagande. Le slogan de propagande, c'est « Sauver l'épargnant, protéger l'épargnant ». Et ce slogan de propagande permet les crimes, les félonies, les mensonges, tout ce que vous voulez. Et je précise, vous savez qu'en France, l'épargnant moyen s'appelle la veuve de Carpentras. Donc comment protéger la veuve de Carpentras? La pauvre dame qui toute sa vie a fait des économies, qui l'a placée à la banque, etc. Comment on va faire pour lui assurer une rente, pour lui assurer un revenu, une espèce de retraite par capitalisation, comme on a la mode maintenant, bien entendu, et comment on va faire de la veuve de Carpentras, sans qu'elle le sache, un rat, quelques personnes avisées dans les affaires, qui va se trouver au courant des différents niveaux d'action, des différents niveaux d'obligation, et qui va jouer là-dessus, bien entendu. Comment va-t-on faire de la veuve de Carpentras une sorte de Madoff? Une sorte de Madoff encore plus rusée, vous voyez? Ce truc va paraître complètement hallucinant. Comment la pauvre femme, la veuve de Carpentras, etc., qui toute sa vie a fait des économies, peut devenir plus rusée que Madoff. Je reviendrai sur Madoff, le rusé des rusés, le rat intégral, enfin, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Eh bien, on va lui dire, tout simplement parce que la finance le fait à sa place. La finance, par sa bienfaisance sans limite, s'est intéressée au cas précis de la veuve de Carpentras et elle veut l'aider, elle veut lui assurer un revenu, elle veut lui assurer une retraite. Et voilà comment ça se fait, bien entendu. Il faut bien récompenser tous les rats méritants. Voilà, c'est ça l'idée. Vous voyez? Bon, alors, il y a maintenant, si vous voulez, en plus de ces rats involontaires, etc., qui veulent jouer à la finance, etc., il va y avoir des bigots. Il y a des vrais bigots dans la finance. Des gens qui croient véritablement à la finance, etc. Donc, qui vont jurer par leur embarquement imaginaire dans la flotte des pirates, etc., qui vont dire qu'est-ce qu'on va faire en Afrique, comment on va faire de l'argent en Afrique, comment on va faire pour investir en Afrique, quelque chose qui va rapporter, bien entendu, quelques dévots qui vont jouir par procuration, en quelque sorte, d'une aventure coloniale, etc. Mais ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que ces rats cupides, est-ce que ce ne serait pas par hasard des pigeons? Voyons le côté pigeon. On a beaucoup parlé des pigeons, hein, il y a eu un mouvement des pigeons, etc. Voyons les pigeons. Prenons l'exemple de Madoff. Vous avez tous entendu parler de Madoff, le super rat qui avait escroqué les pigeons en masse, des pigeons riches même. Alors on a applaudi à Madoff, ouais, une sorte de Robin des Bois, de la finance, etc. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. Alors, les pigeons de Madoff, ils se croyaient des rats parfaits même. Et pourquoi acceptaient-ils de donner leur argent à Madoff? Oh, ils étaient bien persuadés que Madoff, c'était une crapule. Ils en étaient sûrs. Mais c'est pour ça qu'ils lui donnaient son argent. Parce qu'ils se disaient, une crapule, ah, c'est lui qui va nous rapporter de l'argent. Une crapule, c'est quand même mieux qu'un méconnaître. Les méconnaître, ils ne gagnent rien. Par contre, une crapule, oui. Donc, cette crapule, bien entendu, il va nous aider. Mais le problème, c'est que Madoff était encore plus rusé qu'eux. C'était certes une crapule, il était délictueux, mais ce n'était pas le délit qu'ils imaginaient. Les rats, les pigeons, imaginaient que Madoff avait comme délit le délit d'initié. Mais Madoff, pas du tout. Il avait un autre délit qui était purement et simplement le délit de, comment dire, crime pyramidal. Qu'est-ce que c'est que le crime pyramidal? Toute la finance est un système pyramidal. C'est-à-dire, elle fonctionne par le fait que des gens apportent régulièrement de l'argent et qu'avec l'argent que les gens apportent, on peut payer d'autres personnes. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le système ne peut pas s'arrêter. Et c'est bien entendu cette embrouille entre les rats et les pigeons dont je vous ai parlé qui a permis à Madoff d'amasser cette fortune et de finir en prison du reste. Alors, pourquoi la finance mérite-t-elle le nom de pieuvre? Parce que le réseau comptable de la valeur qu'elle dirige, qu'elle organise, qu'elle met en forme, la concurrence n'étant qu'un élément de cette mise en forme du réseau, n'étant qu'un enregistrement, une inscription de ces déplacements organisés par la finance, parce que ce réseau s'étend à toute chose. Rien n'échappe à la pieuvre de la finance.
Les opérations de la finance sont des opérations de comparaison absolument universelle, de calcul, de mise en ordre, de tout ce qui existe. Elle tient tous les tableaux comptables, son gigantisme, la hauteur des sommes incompréhensibles qu'elle peut mobiliser, en montant par exemple des syndicats d'investissement de multiples banques, parce que sa taille la met directement de plein pied avec des États ou avec, disons, des grands-duchés, hein, pour parler européen si vous voulez. Par exemple, la pieuvre Goldman Sachs, la plus connue si vous voulez, celle qui est au centre du Minotaure américain, qui est vraiment le centre du pouvoir mondial des États-Unis. La pieuvre Goldman Sachs commande à la finance dans le monde entier. Elle est l'agent organisateur du Minotaure américain. Et si l'on cherche une agence de planification, si l'on cherche une agence qui gouverne l'économie, qui gouverne le marché, eh bien la voilà, elle va s'appeler Goldman Sachs. Goldman Sachs gouverne le monde. Les actifs financiers mobilisés d'une telle entité financière, d'une telle entité bancaire, peuvent représenter toute la richesse d'un pays comme la France. Il y a l'équivalent entre le bilan de cette banque et le PNB de la France. Mais par exemple, si on prend un paradis financier comme le Luxembourg, qui est l'équivalent d'un département français, on va se dire, les banques qui sont installées au Luxembourg vont être capables de mobiliser 20 fois, 30 fois, 50 fois les capacités financières, voire même les capacités productives de ce pays, le Luxembourg, qui n'est qu'un pays de papier, qui n'est qu'un pays de pure finance. Les grands banquiers sont donc plus puissants que les élus, plus puissants que les pays, plus puissants que même ceux qui peuvent être nommés chefs d'État, qui peuvent être nommés président de la République ou quoi que ce soit. On le voit très bien dans l'exemple de la France. La première chose que fait un président de la République, c'est d'aller voir les banquiers, de rencontrer des banquiers et de nommer l'un d'eux comme ministre des Finances. Donc bon, voilà. Mais en même temps, ce n'est pas seulement sa capacité financière, sa capacité monstrueuse de calcul, etc., qui la met au-dessus de tout. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans l'économie actuelle. La finance contrôle l'information. Un système financier est un système gigantesque d'information, un système de circulation d'informations. Comme elle peut contrôler la concurrence, la finance contrôle l'information. L'information passe nécessairement par son intermédiaire. Un grand groupe bancaire, qu'est-ce que c'est qu'un grand groupe bancaire? C'est un groupe qui possède des filiales absolument partout, dans tous les pays, dans tout le monde, dans toutes les néocolonies, bien entendu, et plus loin encore, en quelque sorte. Et donc, elle va faire affluer les profits, elle va faire affluer les dominations financières vont refluer, mais également l'information. Et c'est ça qui est important. La finance aligne donc des colonnes de chiffres à côté d'autres colonnes de chiffres. Elle compare des indicateurs à d'autres indicateurs. Elle pense uniquement en termes statistiques. Taux d'inflation, taux d'intérêt, refinancement, endettement. La finance n'existe que par des nombres. Et seuls les nombres existent pour la finance. Elle analyse les actions, elle analyse les comportements, elle analyse les réactions uniquement en termes de ratios statistiques, uniquement à travers des batteries de ratios statistiques. Mais pour se faire compter exactement, compter toutes les choses, elle doit disposer du pouvoir absolu. Et ça, c'est très important. Les institutions bancaires, les institutions financières disposent par délégation de pouvoir, je l'ai déjà dit, d'un pouvoir absolu. Elle a dû soumettre les États, elle a dû soumettre les hommes politiques, ce qu'on pourrait appeler l'empire, les royaumes, les duchés. Elle a dû soumettre tout ce personnel à ses propres desseins, qui sont souvent des desseins criminels. Elle a dû les soumettre à ses desseins. Quels sont les desseins? Reconfigurer le monde pour qu'il soit transformé en un immense circuit de chiffres que l'on peut piloter à distance, que l'on peut piloter depuis des ordinateurs, que l'on peut piloter depuis des salles de calcul. Comme une gigantesque pompe, c'est ça le Minotaure, hein, comme une gigantesque pompe qui ramène toute l'énergie au cœur de l'Empire, à Wall Street par exemple, eh bien,
Dans les cités financières se trouvent des monstres financiers qui, sans arrêt, la nuit, le jour, sans s'arrêter, 24 heures sur 24, 365 jours par an, etc., ramènent la finance, bien entendu, pour la puissance des pays. Le Minotaure s'active comme un serpent qui, d'abord, par ses termes politiques, fascine, emprisonne sa proie, etc. Prenons l'exemple de la politique quelconque où les hommes politiques sont fascinés par la finance, après s'en être déclarés les ennemis, etc. Donc ils sont fascinés par la finance. Donc le Minotaure, c'est d'abord un serpent. Une fois qu'il a immobilisé sa proie, c'est-à-dire qu'il a transformé en tableau de nombres, etc., après il peut gérer à sa manière, il peut gérer à sa façon elle-même. Bien protégé par le système impérial, par son système militaire, bien entendu, la finance a su gérer, par exemple, ce Minotaure austéritaire que nous connaissons tous, c'est-à-dire ce système dans lequel on va purement et simplement pomper dans les poches des différents contribuables pour aller alimenter ensuite ce dont la finance a besoin pour fonctionner. Alors, si la grande nation, vous savez que la grande nation, c'est le nom qu'on donne aux États-Unis, la grande nation. Si la grande nation a dessiné tout de suite à la fin de la guerre, à la place du plan Keynes, un plan de Minotaure, c'est-à-dire un plan dans lequel toute la finance devait finalement aboutir à New York. L'âme du système Moloch, qui est la délégation que les États-Unis ont donnée à leur finance, à Wall Street. Wall Street, c'est les États-Unis, ont donné à cela. Cette grande nation n'en est pas moins elle-même soumise aux impératifs de la finance, n'en est pas moins soumise aux impératifs du circuit. Et disons autrefois, on aurait dit General Motors, c'est l'Amérique. Maintenant, General Motors, tout le monde le sait, n'est plus l'Amérique. Mais Goldman Sachs, c'est l'Amérique. Donc si GM n'est plus l'Amérique, GS l'est. Voilà, ça c'est très important. Donc on peut finir, si vous voulez, pour parler de ce pouvoir économique, de cette puissance économique, de cette hégémonie économique, en disant la chose suivante. La pieuvre et ses tentacules, par exemple ses tentacules européens, c'est la forme aboutie économique du pouvoir impérial.